Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes rejoints une fois de plus par le colonel Jacques Beau, ancien membre des services de renseignement suisses, expert du Moyen-Orient et auteur particulièrement prolifique. Je suis très heureux de vous retrouver car il y a beaucoup à dire sur ce qui se passe réellement au Moyen-Orient. Robin, merci beaucoup de m'avoir invité dans ton émission. Merci. Eh bien, nous voyons maintenant les médias remplis de célébrations autour de cet accord de paix visant à mettre fin à 2 années de massacres à Gaza. Et c'est une bonne nouvelle pour mettre fin, bien sûr, à toutes les tueries et permettre à une certaine normalité de s'installer. Cependant, je me demande à quel point vous pensez que cette paix sera durable, car j'imagine que ce qui rend ce plan de paix assez particulier, c'est que les étapes suivantes n'ont pas vraiment été clairement définies, ce qui rend raisonnable de penser qu'ils rencontreront des problèmes à l'avenir. Et je suppose qu'une fois que les choses tourneront mal, l'objectif principal sera de contrôler le récit, blâmer le bon camp pour ce qui ne va pas. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est l'État palestinien. Cela semble devoir être la base d'une paix durable. Et pourtant, on ne voit pas vraiment d'engagement clair. Je veux dire, cela figure bien comme l'un des points du plan, mais quand on écoute les discours des Israéliens et des Américains, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils aient l'intention de le respecter. Oui, je pense que tout le monde se pose la même question. Cet accord va-t-il durer ou non? Tout d'abord, comme vous l'avez justement dit, nous avons plusieurs phases. En fait, le concept consiste essentiellement à avoir différentes étapes, et seule la première a été définie. Nous revenons plus ou moins à la situation que nous avions en janvier de cette année, avec l'accord qui avait déjà été élaboré au début de 2024, puis mis de côté pendant des mois, avant d'être ressuscité d'une certaine manière par l'administration Trump en janvier. Et ce plan, qui constitue essentiellement la base de l'accord actuel, reposait également sur une approche en 3 phases. La première étant essentiellement un cessez-le-feu, un échange de prisonniers et tout cela. Une deuxième phase porterait sur une solution plus durable, la reconstruction, le rétablissement des services humanitaires et des choses de ce genre. Et une troisième phase mènerait en fait à une situation durable avec des institutions palestiniennes, etc. Le problème, c'est que les deuxième et troisième phases n'ont jamais vraiment été définies ni négociées. Elles n'existaient que sur le papier, sans contours précis, et n'ont jamais été discutées en profondeur. Nous sommes donc dans la même situation aujourd'hui. La question est qu'en Israël, et je pense que ça dépasse Benjamin Netanyahou, il existe une compréhension largement partagée au sein de la population israélienne, selon laquelle il ne devrait tout simplement pas y avoir d'État palestinien. Et donc je comprends la position des Palestiniens, et plus particulièrement celle du Hamas, dans la situation actuelle. Parce que ce qui s'est passé, vous savez, ce plan, le plan actuel, avait été discuté comme un plan en 21 points par Donald Trump et les États arabes en septembre, puis il a été discuté avec Benjamin Netanyahou, où il est devenu un plan en 20 points. L'aspect intéressant, c'est que lorsque je compare les 2 documents, du moins les versions que j'ai, le point qui a été supprimé est la promesse d'Israël de ne plus frapper le Qatar. C'est ce point qui a été retiré lorsque le plan est passé de 21 à 20 points. C'est donc très intéressant. Bien qu'on puisse l'interpréter de différentes manières, je pense que l'interprétation la plus juste est qu'il s'agissait d'un plan concernant la Palestine et non d'un plan concernant le Qatar.
Et donc, vous pouvez expliquer cela. Mais en tout cas, c'est ce point-là qui a disparu. Le reste n'est qu'une reformulation des 20 autres points. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été discuté avec les Palestiniens eux-mêmes. Cela a été discuté avec les États arabes, puis avec Israël, avant d'être remis aux Palestiniens avec plus ou moins l'idée suivante, à prendre ou à laisser. Et c'est ce qui s'est passé. Le Hamas et les Palestiniens n'ont eu que 2, 3, peut-être 4 jours pour prendre position à ce sujet. Le Hamas a donc accepté, bien que si l'on lit le document, il ne soit pas vraiment en faveur des Palestiniens. Le problème pour le Hamas était le suivant. En refusant l'accord, il justifiait la poursuite de la guerre par Israël et se plaçait dans une position politique et stratégique défavorable. Mais en acceptant l'accord, même s'il n'était pas en faveur des Palestiniens. Au moins, cela n'a pas amélioré sa situation tactique, mais cela a, disons, renforcé sa position politique et stratégique en tant que parti ayant accepté un accord et non en tant que parti l'ayant refusé. Et si l'on lit les discussions qui ont eu lieu au sein du Hamas, c'était précisément le cœur du débat. Ils ont publié une déclaration qui n'a pas été largement diffusée en Occident, mais qui l'a été par Donald Trump d'ailleurs. Une déclaration confirmant qu'ils étaient d'accord avec l'accord, mais avec quelques réserves sur certains aspects nécessitant de nouvelles négociations. C'est donc une réponse très habile à la question. En réalité, c'est une redictée de Donald Trump, car ils n'ont pas dit non. Ils ont dit « nous acceptons, mais cela doit être ajusté ». Je veux dire, la question du désarmement de la résistance, par exemple, et d'autres choses de ce genre. Et sur ces aspects qui doivent être négociés, il faut aussi comprendre que la position de la résistance palestinienne est très forte. Lorsque nous parlons du désarmement du Hamas et de la résistance palestinienne, il faut se rappeler que nous avons la résolution 4530 de décembre 1990 qui légitime la résistance palestinienne, y compris le recours à la force armée. Et cela repose sur le droit des populations à l'autodétermination, ainsi que sur le fait que le territoire palestinien, car selon la Cour internationale de justice, il ne s'agit pas de territoire mais d'un seul territoire, constitue un territoire palestinien unique, même s'il comprend Gaza, Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Le territoire palestinien est occupé militairement et illégalement par Israël, et par conséquent la résistance est légitime. Mais pas seulement la résistance y compris la force armée. Ce qui signifie, par exemple, que la France est prête à reconnaître la Palestine, mais à condition que la résistance palestinienne soit désarmée. C'est contraire à la résolution de l'ONU, et de nombreux pays l'ont d'ailleurs affirmé. Je pense que la Belgique a une position très similaire. Les Belges ont toujours eu une position proche de celle des Français d'ailleurs. Mais c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans une situation où les Palestiniens veulent que ces droits, le droit de se défendre, le droit de résister, soient reconnus et pris en compte dans l'accord. Par conséquent, ils ont une position très ferme lorsqu'ils disent « Nous sommes d'accord, mais ça doit être négocié ». Alors pourquoi ont-ils accepté? Parce qu'ils savaient que quelle que soit leur décision, Israël ne respecterait pas l'accord. Et je pense qu'il ne fait aucun doute dans l'esprit des Palestiniens comme dans celui de nombreuses personnes, y compris moi-même en Occident, qu'Israël ne respectera pas l'accord au final. Il trouvera un moyen de reprendre les combats. Cela a toujours été le cas depuis 1947. Les Israéliens n'ont jamais été liés par un traité ou une résolution de l'ONU si cela n'était pas dans leur intérêt. Donc, le fait est que les Palestiniens savent qu'Israël ne le fera pas. Par conséquent,
ils doivent se placer dans une meilleure position politique. Car même si la guerre reprend, au moins ce sont eux qui auront accepté l'accord, et les Israéliens seraient ceux qui l'auraient rejeté de facto. C'est donc une position très stratégique pour les Palestiniens. It is a very strategic position of the Palestinians. This is very consistent with the Palestinian approach. C'est tout à fait cohérent avec l'approche palestinienne du conflit depuis le tout début. Car l'idée des Palestiniens n'est pas seulement de tuer des Israéliens. Et en réalité, ils n'en tuent pas beaucoup. C'est un fait. L'objectif principal est de faire monter l'importance de la question palestinienne sur la scène internationale. Et c'était l'une des raisons du 7 octobre 2023, car la situation bouillonnait dans la bande de Gaza et ailleurs. Il faut se rappeler qu'au début de l'année 2023, il n'y avait pas seulement des problèmes dans la bande de Gaza, notamment le fait que le Qatar avait cessé de payer les fonctionnaires sur place, laissant beaucoup de gens sans salaire. Cela a créé un problème social au printemps 2023. Ensuite, il y a eu les tensions autour du mont du Temple à Jérusalem. Vous vous souvenez que les Juifs radicaux ont ce projet de reconstruire le troisième temple de Salomon, ce qui impliquerait la destruction, ou du moins la destruction partielle, de la mosquée Al-Aqsa. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'opération lancée par le Hamas, eh bien, j'ai le livre que j'ai écrit, paru seulement quelques mois après l'opération, s'appelait Opération Déluge d'Al-Aqsa. Et ce n'est pas un hasard. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de Gaza, il était aussi question de la situation à Al-Aqsa. Et comme la tension montait déjà avant octobre, en fait j'ai commencé à écrire le livre avant le 7 octobre, et il a été publié seulement quelques mois plus tard. And it was published just a couple of months later, but it's a huge. In this book, Dans ce livre, je retrace toute l'histoire de la relation israélo-palestinienne, en me concentrant sur la manière dont les Israéliens ont mal géré la question de la résistance palestinienne. Il contient beaucoup de données et de recherches, et il a fallu beaucoup de temps pour le mettre au point. Si le livre est sorti si peu de temps après le 7 octobre, c'est parce que les tensions étaient déjà très fortes. J'avais commencé à l'écrire avant. Beaucoup de gens l'ont oublié, car tout le monde pense que la crise a commencé le 7 octobre, mais ce n'est pas vrai. Et vous aviez également le problème en Cisjordanie tout au long de l'année 2023. C'est pourquoi, d'ailleurs, les différentes factions palestiniennes, pas seulement le Hamas, ont pu agir. Environ 12 factions différentes ont participé à l'attaque du 7 octobre. La raison pour laquelle elles ont pu le faire, c'est que de nombreux soldats, normalement affectés à la sécurité, à la surveillance ou au contrôle de la bande de Gaza, avaient en réalité été envoyés en Cisjordanie, car les tensions y montaient. Ainsi, le 7 octobre a été, en fait, une manière de montrer au monde que la question palestinienne avait atteint un point où tout était prêt à exploser. C'était en fait un objectif stratégique, et cet objectif a bel et bien été atteint. Il y avait aussi d'autres objectifs. Par exemple, toute la question des prisonniers, qui avait été discutée jusqu'à la fin de 2022. Le gouvernement israélien a mis fin aux négociations à la fin de 2022, et cela a incité non seulement le Hamas, mais aussi les autres factions à agir, à capturer des prisonniers dans ce qu'on appelle la division de Gaza. C'est la division chargée de la surveillance et du contrôle de la bande de Gaza dans la zone militarisée connue sous le nom d'enveloppe de Gaza. Et dans cette zone militarisée, l'idée était de capturer ces prisonniers. Et ces prisonniers ont été échangés. Je veux dire, nous avons vu les 20 derniers qui ont été échangés contre des prisonniers palestiniens. Ainsi, cet objectif consistant à faire libérer des prisonniers par Israël a dans une certaine mesure été atteint. Si nous prenons un peu de recul sur le conflit, bien sûr, il y a toutes les distractions.
ce génocide qui a désormais été défini comme un génocide par l'ONU, alors qu'il avait auparavant été qualifié de génocide plausible. Mais maintenant, nous le savons, la Commission des droits de l'homme, une commission de l'ONU, l'a déclaré comme un génocide. Donc nous le savons. Il y a eu un prix à payer pour cela. Mais l'objectif stratégique du Hamas a certainement été atteint à travers tout le processus, y compris l'accord. Donc, si l'on regarde le résultat final, le Hamas n'est certainement pas dans une position totalement défavorable. Toute la question aujourd'hui est de savoir ce que feront les Américains, surtout puisqu'ils sont plus ou moins les principaux, disons, coordinateurs de ce qui se passe, car on ne peut pas s'attendre à ce qu'un processus de négociation soit lancé par les Israéliens. Quant aux Européens, on peut les oublier, car ils sont hors jeu. Même si Macron essaie d'être actif à Sharm el-Sheikh, il a d'ailleurs été tourné en dérision par Donald Trump, parce que les Européens sont inexistants dans ce conflit. Ils ne font que fournir des armes à Israël, c'est tout. Mais lorsqu'il s'agit de résoudre le conflit, ils ne jouent absolument aucun rôle. Les États-Unis, eh bien, il faut reconnaître que Trump a joué un rôle. Maintenant, le problème, c'est que le travail n'est pas terminé. Ce que nous avons vu à Sharm el-Sheikh, pour moi, c'était une sorte de mise en scène, mais pas un bon signe pour la suite, car les principaux acteurs n'étaient pas présents. C'était donc un soi-disant sommet pour la paix, mais aucun des acteurs directement impliqués dans le conflit n'était là, y compris les Palestiniens, y compris le Hamas. Peu importe ce que nous pensons du Hamas, peu importe comment nous le définissons, il est toujours dangereux d'utiliser des mots comme terroriste et autres, car cela ferme les options. C'est une très mauvaise idée, d'autant plus que l'ONU n'a jamais défini le Hamas comme une organisation terroriste. Et c'est un point important. Nous voyons aujourd'hui, avec la Syrie, que l'usage du mot terroriste a conduit la communauté internationale dans une sorte d'impasse, car on ne sait plus vraiment comment traiter des personnes qui étaient autrefois considérées comme des terroristes, mais ne le sont plus. Donc c'est une chose stupide. En tout cas, quoi que l'on pense du Hamas, c'est un acteur du conflit. Et la paix ne peut pas se faire si l'on ne parle pas avec les acteurs du conflit. C'est une règle de base. Je veux dire, on ne peut faire la paix qu'avec son ennemi. On ne peut pas faire la paix avec quelqu'un d'autre. Les ennemis doivent faire partie du processus. C'est une situation très étrange, car nous avons tendance à agir comme si les Palestiniens n'existaient pas, et nous parlons de paix sans eux. C'est absolument insensé, du point de vue du simple bon sens, mais aussi du point de vue géopolitique. On fait la paix avec son ennemi, c'est aussi vrai dans la vie privée qu'en géopolitique. Il faut donc les inclure et les intégrer dans le processus. Désolé, je t'ai interrompu. Non, j'allais justement dire que je suis d'accord. Mais j'ai toujours le sentiment qu'il s'agit d'un problème plus large que nous avons désormais en Occident. La tendance à criminaliser nos adversaires. Vous savez, nous faisons la même chose, par exemple avec les Russes. Organiser un procès contre Poutine, dire que c'est un criminel. Ce n'est pas seulement cela. Tous les adversaires finissent par être criminalisés à un moment donné. Et cela sert à élaborer ou à gérer des récits pour suggérer qu'il s'agit d'un conflit entre le légitime et l'illégitime, entre les policiers du monde et les criminels du monde, en somme. Mais comme vous le soulignez très justement, le problème, c'est qu'on ne peut plus faire de diplomatie, parce que la paix ne consiste pas à s'asseoir et à discuter avec ses amis. Elle consiste à s'asseoir et à discuter avec ses adversaires. Et si parler à des criminels n'est pas légitime, vous savez s'ils sont des terroristes ou des criminels de guerre. Eh bien, comme nous en avons déjà parlé, Kaja Kallas a effectivement réussi à prononcer ces mots. Pourquoi parlerais-je à Poutine? C'est un criminel de guerre. C'était tout son discours.
Cela n'a aucun sens. Exactement. Exactement. Et vous savez, même si je le considère de mon point de vue en tant que Suisse, par exemple, la Suisse a longtemps été un médiateur. Je veux dire, votre pays aussi a beaucoup œuvré dans la médiation par le passé. Mais lorsque vous faites de la médiation avec des gens, et j'ai personnellement participé à certaines situations de médiation, notamment en Afrique, dans des conflits locaux et régionaux, quand vous médiez, vous devez parler aux deux parties, car, en somme, vous vous tenez au milieu et essayez de faciliter la communication entre elles. Vous devez parler aux deux camps. Or, le Parlement suisse a récemment décidé que le Hamas est une organisation terroriste. Alors comment pouvez-vous encore faire de la médiation? Vous ne pouvez pas leur parler, puisqu'ils sont des terroristes. Vous les avez définis comme tels. Donc même si vous deviez contourner vos propres lois et vos propres pratiques, vous n'auriez aucune crédibilité auprès des personnes avec lesquelles vous souhaitez négocier. C'est une situation totalement absurde dans laquelle nous nous trouvons. Et comme vous l'avez justement dit, nous venons de tuer la diplomatie avec cela. Mais c'était la position des Américains. Tous les Européens, et j'inclus la Suisse là-dedans, ont adopté cette pratique américaine consistant à diaboliser l'ennemi au point qu'il devient impossible de lui parler. Cela reflète aussi le type de guerre que l'Occident a mené au cours des 30 dernières années. Des guerres menées sans savoir ce que l'on veut réellement accomplir. En somme, il n'y a pas d'objectif et personne ne sait exactement ce que les Américains ont accompli en Irak. À part renverser Saddam Hussein, qu'ont-ils accompli? Rien. Ils n'ont fait que créer chaos, qui est terror. Ils ont engendré l'existence de l'État islamique. Et tout cela simplement parce qu'en créant cette instabilité, ils ont de facto favorisé l'émergence de groupes radicaux. La même chose en Syrie, la même chose en Afghanistan, la même chose en Libye, et d'ailleurs dans toute la région du Sahel. Et j'ai été dans ces régions, et les gens m'ont vraiment expliqué que ces guerres n'ont apporté aucun résultat tangible pour l'Occident, mais ont complètement déstabilisé les régions. Alors on se retrouve dans une situation où l'on crée le chaos. Et comme on ne sait pas ce que l'on veut atteindre, il n'y a aucune raison, aucun besoin de diplomatie. Vous savez, il n'y a pas besoin de cela, puisque vous ne savez pas ce que vous voulez accomplir. Et donc vous partez, vous combattez, vous tuez, et vous partez. Et c'est tout. En Afghanistan, cependant, les Américains ont été un peu plus avisés, car ils n'ont jamais considéré les talibans afghans comme des terroristes. Il est très important de noter qu'ils ont rejeté l'idée dès le tout début et qu'ils ont commencé en octobre 2001. Ils sont arrivés en Afghanistan, soi-disant parce qu'ils soutenaient Ben Laden et des choses de ce genre. En tout cas, ils n'ont jamais défini les talibans afghans comme des terroristes, car il y a aussi des talibans au Pakistan. Ceux-là ont été définis comme terroristes. Mais ceux d'Afghanistan n'ont jamais été qualifiés de terroristes, afin d'ouvrir la porte à la négociation. C'est un point très important que beaucoup de gens ont tendance à oublier. Mais au-delà de cela, dans la plupart des cas, nous avons été piégés par notre propre récit et notre incapacité à résoudre la crise diplomatiquement. Et c'est exactement en fait le même modèle que nous avons aujourd'hui pour la Russie, comme vous l'avez justement dit, ou pour la Palestine. Nous n'avons pas de diplomatie pour eux, une diplomatie de crise, si vous voulez. Mais même en temps de paix, il existe des limites si l'on ne légitime pas l'opposition. Plus tôt, vous avez mentionné la reconnaissance, la reconnaissance conditionnelle d'un État palestinien en fonction de ceux qui le gouvernent. Ainsi, même lorsque l'on reconnaît le droit à l'autodétermination qui définit l'État de l'autre camp, on ne leur permet toujours pas de choisir leurs propres dirigeants.
ce qui constitue pourtant un fondement essentiel de l'autodétermination. Je voulais passer à la suite et poser une question sur les conséquences pour Israël, car cette guerre, si l'on veut bien l'appeler ainsi, a eu un lourd impact sur Israël. Sa politique intérieure, sa réputation internationale, son économie, voire sa démographie, puisque de nombreuses personnes ont émigré. Selon vous, quels sont les défis internes les plus importants auxquels Israël devra faire face dans les prochaines années? Voyez-vous un défi critique, voire existentiel pour Israël, si le pays poursuit sur cette voie? Le problème vient probablement du fait que plus de 80% de la population soutient apparemment la politique de Netanyahou à l'égard des Palestiniens. Toutes les manifestations que nous avons vues en Israël, souvent présentées en Occident comme pro-paix ou anti-Netanyahou, ne le sont pas vraiment. La plupart portaient sur le retour des soi-disant otages et non contre la politique envers les Palestiniens. Cela signifie que la population israélienne est fortement politisée et radicalisée sur la question palestinienne. Je vois très peu de motivation au sein de la société israélienne pour résoudre la situation avec la Palestine à long terme. Par exemple, en adoptant une solution à deux États. Les Israéliens sont, comme ils l'ont toujours été, favorables à une solution à un seul État, un État juif, point final. Ce n'est pas un État qui permet à d'autres communautés d'être des citoyens ordinaires. C'est déjà ainsi, car même au sein d'Israël tel que nous le connaissons, tous les Juifs n'ont pas les mêmes droits que les citoyens israéliens. L'une des lois fondamentales, puisque Israël n'a pas de constitution, seulement un ensemble de lois de base, stipule qu'Israël est un État juif. Je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'est assez récent, adopté sous Benjamin Netanyahou. Donc ce n'est pas simplement un État. Je veux dire, la Norvège n'est pas un État protestant ou catholique. C'est simplement un État comme c'est le cas en Suisse. Ce n'est pas un État de la religion X, mais Israël est un État juif. En conséquence, il existe une discrimination à l'intérieur du pays, à l'encontre des Palestiniens, qui vivaient en réalité sur ce territoire avant l'existence d'Israël. Et cela a été le cas depuis le tout début. En 1947, lorsque l'Assemblée générale a adopté la résolution 181, il est très important de comprendre cela, car cela aide à expliquer la position des Palestiniens. Cette résolution, qui a créé la base de l'existence d'Israël, n'a en réalité attribué pas un seul mètre carré aux Juifs. Elle a simplement ouvert la possibilité d'avoir deux États ou un seul. Il y avait des plans, et nous avons vu les cartes proposées et tout cela, mais ce n'était que des propositions. L'idée était que la population vivant en Palestine à cette époque devait décider par référendum de ce qu'elle voulait. À cette époque, les Arabes voulaient un seul pays avec deux nations. C'était le concept. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est encore la position du Hamas. Un seul pays avec deux nations, avec des droits égaux pour les deux. Si l'on lit la charte de 2017, c'est exactement ce que propose le Hamas. Quand on parle du Hamas, on mentionne toujours la charte de 1986, qui était très différente. Elle était fortement anti-israélienne et prônait une certaine exclusivité. Mais dans la charte de 2017, le langage est beaucoup plus modéré. Et c'est exactement ce que les Arabes voulaient en 1947. Les Israéliens, à cette époque, voulaient deux États séparés. Et bien sûr, on peut comprendre cela, car c'était après la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient subi la discrimination et tout ce qui s'ensuit en Europe. Par conséquent, ils voulaient leur propre État. Le problème était que, si l'on avait résolu cela par un référendum,
les Arabes représentaient à cette époque environ les 2/3 de la population en Palestine, environ 1/3 de Juifs et 2/3 d'Arabes. Ainsi, un référendum aurait de facto exclu une solution israélienne, c'est-à-dire une solution d'État juif. Pour cette raison, dès 1947, les Israéliens ont commencé à gagner du territoire et à expulser les Arabes de leurs villages et de leurs villes, afin de s'emparer des terres, à peu près le territoire qu'ils possèdent aujourd'hui, plus ou moins sans les territoires occupés. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé, le 14 mai 1948, de déclarer leur indépendance. Et parce que cela avait alors été considéré comme un fait accompli par les États arabes, ils déclarèrent la guerre à Israël. Non pas parce qu'ils rejetaient la résolution, comme on le dit très souvent en Occident, mais parce que Israël était, en réalité, allé au-delà de ce qui était écrit dans la résolution et avait créé un fait accompli militaire sans tenir compte de la résolution de l'ONU. Cela mena à la guerre de 1948-1949. Pour cette raison, si l'on considère le problème du point de vue palestinien, l'ensemble du territoire d'Israël n'est pas légitime, car ce territoire aurait dû être défini par un référendum et non par la violence. Et c'est pourquoi il est très difficile pour les Palestiniens de l'accepter. Je crois que c'est lorsque le Cheikh Yassin, le fondateur du Hamas en 1987, a déclaré qu'il accepterait l'idée de reconnaître Israël dans ses frontières du 4 juin 1967. Et c'est d'ailleurs toujours la position du Hamas aujourd'hui. Ils acceptent de reconnaître ces frontières comme les frontières actuelles d'Israël. C'est une avancée intellectuelle majeure, car techniquement et juridiquement, même ce que nous appelons aujourd'hui Israël n'est pas légal. Et cela va encore plus loin, car le 13 mai 1948, même le comité qui gérait l'indépendance d'Israël, et je rappelle que l'indépendance a été proclamée le lendemain, le 14 mai, a eu une discussion au sein du comité sur la manière de définir les frontières d'Israël dans l'une de ces lois fondamentales que j'ai mentionnées précédemment. Et Ben Gurion, dans ses mémoires, explique qu'il fut décidé de ne pas définir de frontières pour Israël, car Israël avait en tête une expansion, et Ben Gurion faisait partie de la même faction qui correspond aujourd'hui au Likoud. D'ailleurs, j'ai ici un tract. C'est très intéressant car je l'ai obtenu récemment. C'est un tract de l'Irgun, qui était la faction dirigeant Israël à cette époque. Et si l'on regarde attentivement la carte, on voit que la carte d'Israël inclut toute la Palestine mandataire, non seulement Israël tel que nous le connaissons aujourd'hui, plus les territoires palestiniens, mais aussi ce qu'on appelait autrefois la Transjordanie, c'est-à-dire la Jordanie actuelle, le territoire que les Britanniques avaient décidé, en 1921, d'attribuer à la tribu hachémite. Et cette situation, le refus de la décision britannique de céder la Transjordanie, a été provoquée par un mouvement au sein du sionisme, appelé sionisme révisionniste. Et le terme révisionniste ici n'a rien à voir avec la Shoah ou quoi que ce soit de ce genre, comme on a tendance à l'entendre aujourd'hui. Il s'agissait de réviser la décision britannique de céder la Transjordanie aux Hachémites et de la reprendre. Pour cette raison, Israël a toujours envisagé l'idée de récupérer l'ensemble de la Transjordanie et a donc choisi de ne pas définir ses frontières. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, Israël n'a pas de frontières officielles. Je pense que c'est le seul pays au monde sans frontières officielles. Et cela explique l'état d'esprit que l'on observe aujourd'hui en Israël. Benjamin Netanyahou, d'ailleurs, vient précisément de cette faction du sionisme. Son parti, le Likoud, est issu du sionisme révisionniste. C'est en effet une forme révisionniste. Et pour cette raison, cela éclaire aussi la manière dont les Palestiniens perçoivent l'accord actuel.
car cette idée des sionistes révisionnistes, celle de s'approprier l'ensemble de l'ancienne Palestine mandataire, ce qu'ils considèrent comme le Grand Israël, n'a pas été abandonnée. Par conséquent, ce que nous voyons aujourd'hui, et c'est pourquoi lorsqu'on parle d'un accord de paix, je pense que c'est une erreur. Il serait plus juste de parler d'un accord de cessez-le-feu. Parce que du point de vue israélien, il s'agit d'une pause dans le conflit, et non de sa fin. Et c'est probablement pour cette raison que les phases ultérieures de l'accord que vous avez mentionné au début de cette émission ont eu lieu. Personne n'en parle car ce serait inacceptable pour Israël. Et c'est pourquoi, maintenant que les prisonniers ont été échangés, Israël profitera probablement de l'occasion pour réorganiser ses forces armées, et ainsi de suite. Mais tout le monde est impatient de voir ce qui va se passer ensuite, car encore une fois, l'idée de paix en Israël est étroitement liée à la conviction que le pays n'a pas encore atteint ses frontières définitives. Une Israël sans frontières est un concept intéressant, certes. Mais je voulais aussi vous poser une dernière question à propos de Netanyahou. Il aurait déclaré au président Poutine qu'Israël ne voulait pas de guerre avec l'Iran, et ce message aurait été transmis aux Iraniens. Or, la dernière fois qu'ils ont parlé de paix avec l'Iran, pendant les négociations, ils ont été bombardés. Donc récemment, les Iraniens se montrent un peu sceptiques quant à la sincérité d'Israël. Et je suppose qu'il est légitime de penser que cela pourrait n'être qu'une autre manœuvre pour les amener à baisser leur garde. Mais selon vous, quelle est la gravité de la menace d'une guerre directe entre Israël et l'Iran à court terme? Eh bien, ce conflit avec l'Iran est extrêmement irrationnel, car si on le regarde de loin, il est difficile de comprendre quel est le véritable grief des Israéliens envers l'Iran, et inversement. Ils n'ont pas de différend territorial, ils sont éloignés l'un de l'autre, et ils ont des zones d'influence distinctes, si l'on peut dire. On ne voit donc pas vraiment pourquoi Israël considère l'Iran comme son principal ennemi. En réalité, pendant très longtemps, Israël a eu l'Iran comme allié dans la région, notamment parce que c'est la puissance chiite la plus importante. Et Israël s'est toujours considéré comme entouré de pays sunnites. Donc avoir un allié chiite derrière cette ceinture sunnite constituait en quelque sorte une forme d'assurance pour Israël. Maintenant qu'il y a un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, et que l'État arabe et le gouvernement perse ont rétabli leurs relations diplomatiques et économiques, cela a changé la donne. Ce tournant est devenu très clair sur le plan diplomatique l'année dernière avec la reprise officielle des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Tout a vraiment commencé après la défaite de l'Irak face aux Américains, car c'est alors que ces derniers ont commencé à se tourner vers l'Iran. Et c'est à ce moment-là que l'Iran est devenu le principal ennemi d'Israël. Pour une raison évidente. Un conflit avec l'Iran donnerait à Israël une justification ou un moyen de contraindre les États-Unis à rester dans la région. Nous avons une situation très similaire à celle de l'Ukraine. Tous les mouvements autour des drones et toute cette, disons, agitation en Europe ont pour objectif de maintenir l'engagement des Américains dans le théâtre européen, en particulier en Ukraine. Et ici, nous voyons exactement la même chose avec Israël. Israël veut garder l'Iran comme ennemi afin de retenir l'attention et le soutien des États-Unis, car l'Iran est l'ennemi des États-Unis, tout comme la Russie est essentiellement un ennemi des États-Unis. Ainsi, l'Union européenne, l'Ukraine et Israël utilisent tous ces conflits pour maintenir l'attention et le soutien des États-Unis. C'est une situation très similaire. Mais
Je doute qu'Israël change soudainement d'avis et dise « Eh bien, nous allons faire la paix avec l'Iran ». Mon sentiment, c'est que lors de l'échange récent que nous avons eu en juin, l'échange de missiles entre l'Iran et Israël, Israël a montré qu'il avait de sérieuses faiblesses. Tout le système de défense aérienne censé protéger Israël a totalement échoué. Ils doivent reconnaître que la technologie iranienne peut contourner même les défenses antimissiles les plus sophistiquées et qu'ils ont donc besoin de plus de temps pour se reconstruire. Ils doivent reconstruire un système de défense qui a été affaibli à la fois à Gaza, pour les forces terrestres, si l'on veut, et dans les forces de défense aérienne à cause du conflit avec l'Iran. Maintenant, ils doivent le reconstruire. Le gouvernement doit également, et cela renvoie à la question précédente que vous avez posée sur les défis auxquels Israël est confronté aujourd'hui, regagner la confiance de la population. Car ce que ces conflits ont révélé dans une certaine mesure, c'est la faiblesse inhérente d'Israël. Et cette faiblesse se manifeste dans différents domaines. Évidemment, il y a l'aspect militaire, car les objectifs militaires d'Israël à Gaza n'ont pas été atteints. Et la tentative de les atteindre a eu un coût politique considérable. Je veux dire, ils ne se soucient pas du nombre de Palestiniens tués, et cela a également été montré dans diverses enquêtes menées en Israël même. La population israélienne ne se soucie pas des Palestiniens. Point final. Mais elle se soucie de l'image qu'elle a à l'étranger, car au bout du compte, elle dépend du soutien extérieur. Ils dépendent du soutien des États-Unis. Pour vous rappeler, une carte a récemment été publiée aux États-Unis par la Fédération des enseignants, je crois la plus grande fédération d'enseignants, où Israël ne figurait plus. Elle était simplement étiquetée « Palestine », sans frontières israéliennes. C'est l'un des nombreux signes que l'image, la perception d'Israël, autrefois très positive aux États-Unis pour de nombreuses raisons, a désormais chuté à un niveau dangereusement bas. Et en Occident, de manière générale, les gens ont tendance à mépriser non seulement Israël, mais aussi les Juifs en général. On peut le constater dans le nombre d'actes antisémites qui ont explosé dans le monde, comme des restaurants en Espagne ou en Italie refusant des touristes israéliens, par exemple. Ainsi, toute la perception d'Israël a complètement changé. Et maintenant, les Israéliens comprennent que tuer des Palestiniens peut leur sembler acceptable, mais que cela a un prix. Et ce prix, c'est l'image d'Israël dans le monde. Je ne parle même pas de toutes les questions de reconnaissance, des mesures et des sanctions qui ont été appliquées unilatéralement par différents pays. Certaines entreprises ont cessé d'opérer en Israël parce que cela nuit à leur image. Vous savez, c'est devenu un problème de marketing. Par conséquent, Israël doit maintenant régler cela en interne. Israël a donc un problème militaire, comme je l'ai expliqué auparavant, mais c'est aussi un problème sociétal. Il faut restaurer la confiance entre le gouvernement et la population. Il faut également reconstruire l'image d'Israël et rétablir les liens diplomatiques qui ont été rompus à travers le monde. Ainsi, Israël sort de ce conflit extrêmement isolé. Mais rien n'indique qu'il ait abandonné ses objectifs précédents, contre l'Iran, contre la Palestine, concernant une solution politique pour la Palestine et tout cela. Ce qui se produira très probablement, c'est qu'Israël profitera de cet accord pour faire une pause dans ce qu'il fait, tenter de se reconstruire, mais à la première occasion, tout reprendra. Car encore une fois, il n'y a absolument aucun signe qu'Israël ait changé d'avis sur la Palestine, sur le fait d'avoir un État qui couvre l'ensemble de la Palestine, c'est-à-dire l'ancienne Palestine. Et cela inclut d'une certaine manière l'extension de la colonisation de la Cisjordanie, qui finira également par inclure la recolonisation de Gaza.
Et nous avons, parce que personne n'en parle, mais la colonisation de Jérusalem-Est se poursuit toujours. Donc je pense qu'Israël n'a abandonné aucun de ses objectifs. Il veut simplement avoir une meilleure image à l'échelle mondiale. Et c'est là le problème. Je pense que les Palestiniens en sont pleinement conscients. Le problème, c'est que l'Occident ne le comprend pas, parce que nous avons toujours donné à Israël un chèque en blanc. Et la raison pour laquelle nous donnons ce chèque en blanc, c'est que beaucoup de gens, si vous allez en France par exemple, considèrent tous les Palestiniens comme des terroristes. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de terroristes, tout est permis. Et l'histoire d'Israël n'est pas très bien expliquée. Dans la plupart des cas, lorsque vous lisez des livres d'histoire ou écoutez des historiens, surtout à la télévision française ou dans des médias similaires, ils vous diront qu'en 1947, l'ONU a donné un territoire à Israël. Et c'est totalement faux. Lisez la résolution. Israël n'a pas obtenu un seul mètre carré légalement. Pas un seul mètre carré légalement. C'est la réalité. Et donc, la légitimité d'Israël est bel et bien un problème. C'est parce que, les Palestiniens ont dû le reconnaître. C'est pourquoi ils tiennent tant à cette reconnaissance d'Israël, parce qu'ils ont pris chaque mètre carré. C'est pourquoi la reconnaissance est si importante. Ils insistent avant toute discussion pour qu'Israël soit reconnu, car juridiquement, si l'on regarde d'un point de vue légal, aucune reconnaissance n'est possible. Ce qu'ils veulent donc, c'est une reconnaissance politique, puisque la reconnaissance juridique n'est pas envisageable. Et cela est très important. D'ailleurs, pour revenir à la question de l'État sans frontières, l'ONU a demandé à plusieurs reprises à Israël de définir ses frontières, de les définir légalement. Et Israël a toujours refusé. Je veux dire, ils n'ont jamais donné de réponse. Ainsi, Israël, de facto, est un État inexistant. C'est le paradoxe. Eh bien, c'est aussi tout le dilemme, n'est-ce pas? Si Israël n'a plus de frontières, il devient très difficile d'établir un nouveau statu quo. Mais ce serait également dans l'intérêt d'Israël, car aujourd'hui, avec les grands changements de pouvoir et l'influence réduite des États-Unis, ainsi que leur nouveau centre d'attention dans le monde, il est vraiment dans l'intérêt d'Israël de consolider un nouveau statu quo. Mais lorsque c'est vous qui faites obstacle à l'établissement de ce nouveau statu quo, vous avez un petit problème. Quoi qu'il en soit, colonel, comme toujours, merci beaucoup pour vos analyses. C'est toujours un plaisir de profiter de votre expertise. Pas de problème. Muito bem invité, Merci.